Nous sommes en 1950. Le grand hall de la gare de Grand Central Station à New York est investi par l'une des entreprises les plus florissantes de l'industrie américaine, Kodak. Pour asseoir son statut d'entreprise leader dans les équipements photographiques, la Eastman Kodak Company veut marquer les esprits, présenter la plus grande photographie du monde dans ce lieu mythique. Colorama est le résultat d'une stratégie commerciale. C'est aussi une vision de la société et du consommateur. Renouvelée toutes les 3 semaines, la grande image va s'installer comme un véritable rituel, cyclique et saisonnier. L'histoire de Colorama va durer 4 décennies. Le Colorama est un investissement publicitaire et technologique. Dès sa création, en 1881, le département de la communication de Kodak se fonde sur l'idée du spectacle de masse comme outil de promotion. L'exposition s'impose comme le médium novateur qui portera au mieux le message de l'entreprise. En 1904, The Grand Kodak Exhibition traverse les États-Unis et inaugure un modèle inédit de communication visuelle. Dans l'idée du spectaculaire, on projette des films et de nombreuses photographies agrandies se déploient sur 41 panneaux. 1939. La World's Fair de New York a pour thème « Construire le monde de demain ». À l'intérieur du pavillon Kodak, The Great Hall of Color prend la forme d'une immense salle semi-circulaire, 33 mètres de diamètre. On y présente un diaporama géant, The Cavalcade of Color, l'ancêtre du colorama. Avec 4 millions d'entrées annuelles, ce spectacle est l'une des attractions les plus populaires de la foire. Pendant 10 minutes, le spectateur assiste à une projection couleur et sonore. L'ambition d'une telle prouesse, vanter le progrès technique et les avancées de l'industrie. Grâce à un nouveau procédé, le Kodachrome, film positif couleur, Kodak espère élargir le marché et s'ouvrir de nouvelles perspectives, repeindre le monde aux couleurs de l'entreprise américaine. Avant Colorama, la photographie était déjà présente dans le hall principal. Durant la Seconde Guerre mondiale, de grandes images fournies par la Farm Security Administration appelaient à soutenir l'effort de guerre. Grand Central, plus grande gare des États-Unis, draine chaque jour un demi-million de banlieusards new-yorkais. La cible idéale pour Kodak, qui lance son programme Colorama en mai 1950. Colorama n'a aucun équivalent. Une image monumentale de 18 mètres de long, sur 5,50 mètres de hauteur. À l'origine, on souhaite projeter les images. Mais le lieu ne le permet pas. On opte finalement pour le principe de rétroéclairage. Entre diorama et projection, il s'agit en réalité non pas d'une photographie, mais d'une diapositive géante éclairée au dos par 1 kilomètre de tubes néon. Un spectacle visuel, mieux, un opéra. Les conditions de réalisation de la fresque s'avèrent particulièrement complexes. Tout est hors de proportion dans ce projet. Pour la prise de vue, on utilise des appareils panoramiques traditionnellement dédiés au paysage. Les ingénieurs et les techniciens de Kodak les adaptent et les bricolent sur mesure. La sensibilité du film nécessite des poses très longues et donne en conséquence des images trop contrastées. Pour y remédier, les concepteurs du projet doivent ajouter de l'éclairage à la lumière ambiante insuffisante. Des dizaines de milliers de watts supplémentaires, une surcharge de matériel d'éclairage, sont déployés. Chaque prise de vue fait appel à un processus de production que seule une grande compagnie comme Kodak est à même de financer. Tout cela dans le but d'agrandir démesurément l'image, sans perte de qualité. Les équipes de Kodak y parviennent dans les années 80, en proposant un agrandissement 500 fois supérieur à la taille du film initial. Le développement requiert un agrandisseur spécifique, élaboré à l'usine mère de Rochester.
plus de 16 heures sont nécessaires pour cette opération. Les bandes développées sont mises à sécher dans le complexe sportif du site de l'entreprise. L'étape suivante de la retouche s'avère démesurée. Il faut en effet corriger les défauts sur une fresque de 100 mètres carrés. On assemble ensuite les 41 bandes de transparent positif à l'aide d'un adhésif spécial. Sur le pourtour de l'image achevée, on installe un dispositif d'accrochage composé de 300 œillets en cuivre. Puis on répartit au pistolet une solution mate sur la surface de l'image pour limiter les brillances occasionnées par l'éclairage au néon. On suspend alors le colorama dans la piscine désaffectée du centre sportif du site pour une ultime inspection avant l'expédition et l'installation à Grand Central. Ce fastidieux et long processus technique formule mieux que tout l'ambition du programme et les moyens considérables engagés. Si désormais on associe Colorama au nom d'Ansel Adams, d'Ernst Haas ou d'Elliot Porter, c'est dans le but évident de conférer à ces images un statut artistique. Mais ces images sont le fait d'un petit nombre de photographes. Peu connus, ils sont des employés de la firme. Quelques-uns avaient déjà contribué à The Cavalcade of Color. Tous témoignent de leur fascination et de leur investissement dans le projet. A posteriori, ils partagent avec fierté le sentiment d'avoir participé à la création d'un objet hors norme. Un monstre engendré par la technologie, entre projection, photographie et panorama. Durant 40 ans, dans cette gare, les banlieusards new-yorkais auront contemplé 565 panoramas. Une routine pour l'incitation à l'achat d'appareils, certes, mais surtout une vénération de la vraie image, de l'image parfaite. Colorama est plus qu'un panorama. Il exprime autre chose que la simple puissance de l'image moderne. Il incarne le passage d'un état à un autre du capitalisme, le passage de l'empire de la marchandise à la marchandise image. Fin 1989, quand le programme Colorama s'arrête, Kodak continue sa politique d'exposition monumentale en installant le Kodarama à Times Square. Aujourd'hui, l'emplacement qu'occupait Kodak à Grand Central est occupé par Apple.